Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national, avec l'ami Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. En forme? En forme. On est bien, pour la fête, c'est parti. Allez, plus qu'un leitmotiv, c'est parti pour le sommaire. Plus qu'un leitmotiv, un véritable cri du cœur. Non au décrochage. Le MAG met en lumière aujourd'hui la journée du refus de l'échec scolaire. Quel écho pour cette 17e édition? Quel état des lieux? Élément de réponse dans un instant. Et pour cette journée spéciale, c'était hier, la FEV, association de la Fondation étudiante pour la ville, sort une enquête sur le décrochage scolaire et le rôle important de la parentalité, notamment dans les quartiers prioritaires. Enfin, quelle politique publique efficace, quelle volonté politique encore une fois, quels moyens pour enrayer ce phénomène pour le moins inquiétant et quelles des conséquences forcément sur les plans sociaux et économiques. On parle de tout ça avec notre invité, que voici. Bonjour Anis Mangato. Lunetta. Bonjour. Et je ne me suis pas trompé, tout va bien. Des fois, il faut faire des pauses, ce que je ne fais jamais, mais parfois, il vaut mieux ralentir. Directrice des programmes de la FEV. Je viens de le dire, je vous laisse le redire du coup. Mon nom Non, la FEV. la FEV. Ouais, la FEV. Alors, je sais que c'est pas facile comme nom. C'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville, mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un réseau national qui mobilise des jeunes, et en particulier le des plus gros étudiants. réseau étudiant en France. On pourrait dire ça, le plus gros. J'entends souvent, moi. Je le lis souvent. Donc, solidaire en France, mais qui commence aussi à mobiliser des lycéens. Donc, on travaille sur la mobilisation de la jeunesse dans les quartiers prioritaires. Et donc, vous grossissez encore et encore. Quelle est l'importance de cette journée qui a eu lieu hier, cette 17e édition, cette journée du refus de l'échec scolaire? On en parle au quotidien, effectivement, mais quel est l'écho pour cette journée, d'après vous? Pour nous, la FEV, c'était important parce qu'on est une association qui travaille vraiment avant tout dans l'action, en fait. On n'est pas une association de plaidoyer, on est une association d'action. Mais quand même, en fait, il y a 17 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses, finalement, que nos bénévoles, nos engagés voyaient dans les quartiers prioritaires et qu'il y avait une expertise, en fait, de terrain qu'avait la FEV. Et on avait aussi envie de partager, finalement, les remontées que nous faisaient nos engagés qui coïncidaient pas toujours, en fait, avec les représentations qu'il y a dans ces quartiers prioritaires. Et donc, on a décidé de monter cette journée de plaidoyer. C'est la 17e édition et c'est une journée à chaque fois qui porte sur une thématique spécifique en lien avec nos actions et qui a à la fois pour finalité de porter l'attention publique en fait sur toujours la question des inégalités, parce que c'est vraiment le cœur de la FEV, mais voilà, sur un sujet spécifique, et cette année, c'est la parentalité. Et ça avait forcément un écho différent cette année, encore peut-être un peu plus important. Ouais. Bien évidemment, il y a l'état des lieux, la situation, on va en parler, mais un peu plus d'un an après la mort du jeune Naël à Nanterre. Je ne vous cache pas que c'était effectivement l'élément un peu déclencheur. C'est-à-dire que, peut-être avant de parler de ce qui s'est passé l'année dernière, déjà expliquer, nous, les étudiants de la FEV, ils interviennent au domicile quand ils font de l'accompagnement individuel d'enfants et de jeunes en fragilité. Beaucoup de mentorat aussi. Donc en fait, ils ont un contact direct avec les familles, ils tissent ce lien de confiance, et voilà. Et c'est vrai qu'au printemps 2023, quand on a entendu un certain nombre de déclarations, un préfet, pour ne pas le citer, qui disait finalement, des enfants qui brûlent des voitures, je ne comprends pas, la méthode c'est de claquer au lit, c'est assez simple. En fait, on s'est dit qu'il y avait un problème. Il y avait un problème parce que en fait, les gens qui arrivaient à ces conclusions rapides et qui est très stigmatisante en fait pour les familles des quartiers, ne connaissaient pas leur réalité. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait une tribune? On s'est dit qu'il valait mieux en fait pas réagir à chaud. Ils les connaissent pas ou ça les intéresse pas? Alors, je pense qu'ils parlent un peu vite, et enfin, c'est ce que va montrer l'enquête. Mais voilà, nous, on a souhaité ne pas réagir à chaud, et en fait, on a pris un an, et on s'est dit que le mieux, finalement, c'était de donner la parole en fait à ces familles. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur une enquête avec le cabinet Trajectoire Réflexe, l'UNAF, l'Union nationale des associations des familles familiales. 732 par an. 737. 730. Et il faut aller les chercher. Pardon pour les 5. Et je remercie vraiment le réseau AFF parce qu'un truc qu'on ne dit pas souvent, c'est que ces familles-là, elles sont donc dans les quartiers prioritaires. Il y en a qui ne parlent pas très bien français. C'est pas facile d'aller les chercher et c'est pas un échantillon représentatif de toutes les familles dans les quartiers prioritaires. Mais il faut vraiment aller les chercher, ces 737 familles. Et vraiment, ça a été traité par Trajectoire Réflexe, mais c'est le boulot qui a été fait par le réseau, le salarié AFEV. Donc voilà, s'ils n'étaient pas au contact avec ces familles-là, on n'aurait pas le questionnaire. Donc c'est important pour nous. Et quelles sont leurs attentes alors ? Alors, en fait, elles ont plein d'attentes, ces familles. D'abord, peut-être
on peut partir de leurs conditions en fait concrètes de vie. En gros, on arrive à dégager un profil ouais, type. le profil un peu type dans cette caricaturale, c'est grosse précarité. On a quand même près de 40% d'entre elles en fait qui vivent avec le SMIC et moins. Dans ces 40%, il y en a 20% qui vivent avec moins de 1 000 euros. Donc là, on est sous le seuil de pauvreté. Beaucoup de familles monoparentales. En fait, la moyenne nationale, c'est 25%. Dans les répondants, en fait, à notre enquête, c'est 36%. C'est plus d'un tiers. Et puis, des familles nombreuses. 53% des familles interrogées, elles ont plus de 3 enfants. Enfin, 3 enfants et plus. Donc, en fait, et un truc que je n'ai pas dit, mais qui est très important aussi, c'est les familles qui sont en emploi. 69% des parents qui ont répondu qu'ils sont en emploi sont sur des horaires atypiques ou décalés. Donc, quand vous commencez à... C'est peut-être un des chiffres les plus importants qui est souvent retoqué par certains politiques. On dit, ils ont qu'à s'occuper de leurs gamins, ils ne sont pas là en fait. Voilà, je pense que quand on donne un certain nombre d'éléments comme ça, assez concrets, assez froids, ça permet de refroidir un peu un certain nombre de propos qu'on a entendus l'année dernière, effectivement. Et du coup, ces personnes, ces familles dont vous parlez, elles responsabilisent un petit peu plus les aînés ? Alors, déjà, sur les familles nombreuses, il y a quand même un certain nombre de parents, et notamment, bien sûr, les mamans solo. J'ai envie de dire mamans solo, parce qu'en fait, à 92%, celles qui ont répondu, c'est des femmes. Hein. Donc, il y a vraiment une question très genrée là-dessus. Mais oui, effectivement, elles font comme elles peuvent, et elles s'appuient, en fait, sur leurs aînés. Voilà, elles se débrouillent comme elles le peuvent. Et comment changer justement la perception selon laquelle les familles des quartiers prioritaires seraient défaillantes ? Alors, en regardant un petit peu ce qu'elle raconte dans l'enquête, par exemple, ce qu'on voit, c'est que sur la question de la scolarité, elles ont une grande confiance à l'école. Et ça, on avait mené, en fait, nous, un certain nombre d'études sur la question des familles, pas aussi détaillées que celle-ci, mais qui ont toujours montré ce chiffre-là. Les familles, elles sont plus de 88% en fait, à dire qu'elles ont confiance à l'école. Ça baisse un tout petit peu au niveau du collège, mais c'est très fort. Et puis, elles ont conscience que l'école, finalement, c'est le seul moyen en fait, qu'elles ont pour essayer de garantir une bonne vie à leurs enfants. Donc, en fait, elles essayent de s'y investir. Il y en a quand même plus de 50% qui accompagnent les devoirs en fait, de leurs enfants. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y en a 37% qui n'y arrivent pas. Et on leur a posé la question, pourquoi vous n'y arrivez pas ? Et plus de 51% des parents interrogés disent, mais j'ai peur de les induire en fait, en erreur si je les accompagne. Et c'est terrible parce qu'on voit bien qu'elles ont compris l'importance de l'école. Sur le suivi, c'est ça ? Sur le suivi scolaire. D'accord, sur le suivi scolaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, elles font entièrement confiance à l'institution. Elles font confiance. Le problème, c'est le suivi scolaire. Mais enfin, je sais pas, on a tous des enfants, on est tous un petit peu débordés, un petit peu, selon le parcours scolaire. Mais il faut imaginer qu'elles sont pas outillées pareil. Pas forcément le niveau. Voilà, pas forcément le niveau. Puis la barrière linguistique. Le diplôme, en fait, va effectivement pouvoir, plus ils sont diplômés, plus ils vont pouvoir aider, c'est normal, leurs enfants. La barrière linguistique, on a beaucoup de familles qui sont allophones, primo-arrivantes, et en fait, dont les enfants parlent assez rapidement mieux le français qu'elles-mêmes, donc on voit bien que... Et un autre détail, par exemple, c'est important pour nous, parce qu'on le voit beaucoup, c'est ce que les étudiants nous racontent, la digitalisation du lien famille-école, Pronote, les ENT, etc. Et ben, en fait, il y a quand même plus d'une famille sur 4 qui dit qu'en fait, elles sont complètement perdues. C'est l'élément qui m'a le plus étonné, effectivement, quand je l'ai vu dans l'enquête. Oui, c'est très fort. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Ouais. Nous, ça ne nous étonne pas du tout parce qu'en fait, on a commencé à réfléchir à cette question de la maîtrise des outils digitaux parce qu'il y avait beaucoup de parents, en fait, quand les étudiants vont en domicile, qui disent, ben voilà, moi j'ai reçu ça, je ne sais pas m'inscrire, ou alors j'ai essayé, j'ai perdu mon mot de passe, machin. Et c'est cette histoire du dernier kilomètre, quoi. C'est-à-dire, en fait, bien sûr, c'est la marge du monde, il y a une digitalisation, on ne va pas la freiner. Mais par contre, si on n'a pas une attention particulière aux publics qui sont les plus fragiles, pour justement faire en sorte que ce dernier kilomètre-là soit fait, bah à ce moment-là, c'est pas correct. Et à ce moment-là, il faut freiner à ce moment-là la digitalisation. Et le quatrième élément, c'est celui dont on a déjà parlé, qui n'est pas anodin du tout, c'est celui du coup des horaires décalés, qui là aussi joue beaucoup, effectivement. Tout à fait. Plus les modes de garde qui, en fait... Alors, c'était ma question. Ça allait être ma question, parce que je sais que vous avez des chiffres aussi sur les modes de garde, sur l'accès aux modes de garde. On en a, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je vais retrouver, pardon. Il y a 36% en fait, des parents qui n'ont pas de solution, en fait, pour leurs enfants. Pour les familles monoparentales, c'est plus. Et là aussi, c'est un cercle vicieux. Parce que justement, en fait, pourquoi elles n'ont pas accès aux gardes d'enfants ? Parce qu'elles ne travaillent pas. Du coup, elles ne sont pas prioritaires, mais justement, comme elles supportent une plus grande charge de la garde de leurs enfants, bah justement, elles dans les quartiers prioritaires, si je me souviens bien, c'est du coup plus d'une famille sur 2 qui se débrouille
Qui se débrouille tout seul. Effectivement, plus d'une famille sur 2 qui dit ne pas avoir en fait de ressources, de parents, d'amis qui se débrouillent tout seuls. Et parmi les sondés, les problématiques, enfin les préoccupations plutôt, sont les mêmes d'une famille traditionnelle à une famille monoparentale. Oui, alors ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup occupé quand avec mes collègues de la FEV, on a réfléchi à la fois à bâtir le questionnaire et à analyser les réponses. Ouais, c'est important ce que vous dites parce que je dirais qu'à la fois c'est des familles comme les autres, c'est-à-dire que n'importe quel parent a envie que son enfant réussisse, est inquiet pour la réussite, notamment scolaire de son enfant. Mais il y a de grandes inégalités sur les ressources qu'on peut mobiliser pour aider de manière efficace l'accompagnement à la scolarité de nos enfants. Donc en fait, je dirais que à la fois il y a quelque chose d'universel, elles sont toutes inquiètes et c'est normal, qui ne le serait pas, et en même temps elles sentent bien, et ça c'est les 37% qui n'arrivent pas sur les devoirs, elles sentent bien qu'en fait ça les dépasse et qu'elles vont pas être en capacité de produire en fait cet accompagnement escompté finalement par l'école. Pardon, c'est la plus grande fausse croyance que de penser que certaines familles seraient désintéressées de la trajectoire de leurs enfants. Je veux dire, ça arrive les familles défaillantes, hein, certes, mais enfin pour nous, on n'en a pas rencontré. Enfin, soyons très clairs, c'est pour ça que je parlerai moi de stigmate social si on en revient en fait à ce qui s'est passé au printemps dernier. Je vais prendre par exemple la question des familles monoparentales. Bon, les familles monoparentales, c'est une famille sur 4 en France. Parfois, on idéalise un peu le côté mère courage, et puis c'est pas que d'idéalisation, hein, c'est vraiment des mères courage, mais ça l'est vraiment. Et on les voit comme ça au moment de ce qui s'est passé à Nanterre et ailleurs en France sur les émeutes. On n'a pas parlé des mères courage qui en fait étaient en fait les mères de 60% des émeutiers qui ont été arrêtés. C'est-à-dire qu'en fait on avait une écrasante majorité de jeunes qui étaient en fait dans des familles monoparentales, qui sont celles qui répondent. C'est la même typologie de celles qui répondent. Et on n'a pas beaucoup entendu ce discours-là sur ces mères courage, quoi. On va écouter quelques témoignages. Ouais. Je crois un témoignage de parents. Faites chez vous. Montrez-moi un parent qui ne voudrait pas que ses enfants réussissent à l'école. Nos parents qui n'avaient pas grand-chose ont fait en sorte qu'on puisse réussir à l'école. Hein. Moi, j'étais le plus grand d'une famille et ma mère a fait beaucoup, sachant qu'elle était seule et pour que l'on puisse réussir dans nos études, qu'elle s'est beaucoup sacrifiée. Et bien sûr, on souhaite à nos enfants le meilleur. Et c'est pour ça que nous, à notre tour aujourd'hui, on donne le maximum pour que nos enfants puissent apprécier les choses comme la lecture. Qui est-il ? Alors, j'ai pas son nom, je m'excuse, mais je le connais pas perso. Mais c'est un parent, en fait, d'un jeune accompagné par la FEV dans le quartier du Petit Bar à Montpellier. D'accord. Donc, je remercie là aussi les équipes de la FEV et notamment celles de Montpellier qui ont pu interviewer et pour recueillir aussi des verbatims et des images de parents accompagnés. Ce qui traduit encore une fois la confiance qu'ils ont en vos équipes. Parce que de manière, c'est déjà une chose, effectivement. Carrément. Mais alors, après, elle est témoignée. Effectivement, face caméra pour témoigner de son quotidien et aussi des difficultés. Oui, c'est encore une autre étape. Et on en a quelques-unes des petites vidéos comme ça qui illustrent l'enquête, donc je vous invite à aller les consulter sur le site de la Journée du refus de l'échec scolaire. D'un point de vue global, si on prend encore un peu plus de recul entre ce baromètre, si je puis dire, de la FEV, entre autres, et celui de la précédente édition, quel lien peut-on faire et quel état des lieux peut-on dresser ? Je sais qu'à chaque fois il y a une thématique différente, mais vous avez le sentiment que le décrochage scolaire s'empire d'année en année, ou que les solutions, les politiques, les moyens mis en place arrivent à lutter efficacement ou à lutter tout court contre... Ouais. Alors l'année dernière, c'est vrai que c'était très différent parce qu'on a travaillé sur les questions de lecture, mais déjà on avait un peu réfléchi notamment sur les enjeux de comment réussir l'apprentissage de la lecture dès les premières années. Les mères viennent nous en parler souvent parce que... L'enjeu en fait de l'implication parentale et notamment de l'implication maternelle, vous avez raison. Donc finalement, il y a des liens. Là, en fait, sur cette question de la place des parents pour lutter contre le décrochage et arriver à mieux travailler la réussite des élèves les plus fragiles, parce qu'on parle là des élèves de l'éducation prioritaire, hein, c'est le public à FEV. Pour nous, c'est important parce que, en fait, je vais vous expliquer par exemple pourquoi on a choisi, nous, de faire notre programme de mentorat à domicile. En fait, il y a quelques années, au début de la FEV, le mentorat, l'accompagnement individuel à l'époque, il se passait soit dans les établissements scolaires, soit dans les lieux type bibliothèque, soit au domicile. Et en fait, on s'est rendu compte, on a fait notamment une évaluation comparative qui analysait les effets quand ça se passait en fait au domicile et ailleurs.
Sur les enfants, c'était bénéfique, il n'y avait pas forcément de grosses différences. Sur les parents, évidemment, ce n'est pas un scoop, hein, mais il y avait une énorme différence sur en fait, la capacité à louer une relation de confiance entre les étudiants quand ils intervenaient toutes les semaines, parce que c'est toutes les semaines, à domicile et les autres. Et on s'est rendu compte que finalement, dans notre réflexion, en fait, l'étudiant, l'étudiante, il intervient 1 an, un certain nombre d'entre eux peuvent intervenir une 2e année, mais après, en général, c'est fini. Il peut y avoir d'autres types d'interventions sur des jeunes en fragilité, mais nous, on s'arrête là. Et à un moment donné, si on veut vraiment maximiser en fait, l'impact de ce qu'a apporté l'étudiant, eh ben en fait, sur qui il faut travailler, et bien évidemment, c'est les parents. Parce que c'est eux qui vont rester dans l'environnement familial. Donc, des petites choses très pratiques du type... cette question de pouvoir donner des conseils, lire le soir avant de s'endormir quand ils sont petits, aller à la bibliothèque, faire découvrir telle expo qui est gratuite et qui est à côté de la maison, mais en fait, ils n'y vont pas. Voilà, ce genre de choses. On s'est rendu compte, en fait, qu'en travaillant cette espèce de transfert comme ça de compétences, un peu, qui est possible... Et ben finalement, ça permet en fait d'inscrire dans la durée les effets du mentorat. Mais je pense que c'est la réflexion un peu globale qu'il faut avoir sur la question éducative. C'est-à-dire qu'on a une école qui, historiquement, s'est un peu construite quand même contre les parents, hein, pour plein de raisons. Et puis, je ne suis pas historienne de l'éducation, mais je pense qu'on voit bien le truc. Et puis, on a beaucoup travaillé cette question de la coéducation dans les textes réglementaires, dans le code de l'éducation. Mais pour de vrai, pour la faire vivre... C'est pas facile, parce que je pense que les enseignants, ils sont pas forcément toujours très bien outillés pour ça. Ils peuvent avoir peur. On a des profils de jeunes enseignants, quand ils débarquent en éducation prioritaire, je pense que c'est pas facile de se frotter aux parents. Et pour autant, nous, les enseignants avec lesquels on travaille, on voit que s'ils investissent cette relation-là, c'est très fort et ça peut vraiment donner des résultats. Il y a un invité à la journée du refus de l'échec scolaire qui s'appelle Jérémy Fontagneux. Peut-être que vous l'avez déjà reçu ici à Scoop TV. Jamais. Mais c'est intéressant. Lui, il a développé une méthode qui s'appelle réconciliation. Et en fait, il a commencé dans sa terminale à lui. Et en fait, il fait un truc tout bête. Il appelle en début d'année et chaque semaine... Attends, on en a parlé, excuse-moi. On n'en a pas reçu, mais effectivement, elle l'a mis en lumière déjà. Il appelle les parents. Oui, il les appelle, il leur envoie des SMS. Il fait un lien, en fait, très, très concret. C'est pas la coéducation comme ça, de manière mentale. C'est de manière très incarnée. Tu m'as même dit qu'il comptait pas ses heures. Et ses élèves réussissent. Ouais. Voilà. Donc, il y a des choses concrètes. C'est aussi une façon de... la journée du refus d'échec scolaire, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à alerter sur les inégalités, mais montrer aussi des chouettes initiatives pour montrer que c'est possible. Le refus de l'échec scolaire, c'est aussi l'idée de dire on peut refuser parce qu'en fait, on peut réduire. C'est pas une fatalité, quoi. Il y avait un autre invité hier, cette très belle journée, c'était Serge Effès. Tout à fait. Qui est-il et pourquoi c'était important pour vous de l'avoir en parrain ? Alors, il est psychiatre et psychanalyste, il est spécialiste des questions de parentalité. C'est le président de la commission parentalité qui avait été mis en place par Aurore Berger et puis Sarah El Haïry. Et puis bon, là, on attend un petit peu... On est dans l'expectative, comme on dit. Ce qui va se passer. On espère vraiment que la commission va pouvoir rendre son rapport et que ce rapport va pouvoir être entendu. Mais ça nous paraissait intéressant que Serge Effès, au titre de son expérience professionnelle et ce qu'il a fait là sur cette démarche, sur cette commission parentalité, qui a été mis en place justement après les événements du printemps dernier, qui puisse être le parrain de la journée. Ouais. Et justement, il a évoqué la nécessité d'une entraide communautaire. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors, bon, je ne vais pas parler à sa place, je ne l'ai pas lu. Mais vous interprétez. Mais le mot communautaire en France, il fait un peu peur. Un peu connoté, moi, je pense que certainement, je ferai l'hypothèse en tout cas que ce qu'il a certainement voulu dire, c'est l'importance en fait du collectif. Que les familles se serrent les coudes. Pardon ? Que les familles se serrent les coudes. C'est ça, en fait. On voit finalement, c'est peut-être un peu moins palpable là que dans les témoignages qu'on a eus, notamment un certain nombre de témoignages vidéo. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans les quartiers prioritaires, et en particulier pour ces parents dont on parle là. Mais il y a aussi de fortes solidarités et des collectifs plutôt informels d'ailleurs qui se forment. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est la force du collectif qui fera peut-être un petit peu moins peur que le communautaire. Oui. Mais je pense que c'est l'esprit, oui. Nous, on le voit vraiment, effectivement. On parlait effectivement, depuis le début de cette émission, essentiellement des quartiers prioritaires, de tous ces enfants, tous ces élèves qui vont à l'école et qui ont parfois du mal, parce qu'il y en a qui réussissent très bien aussi. Comment on peut au mieux aujourd'hui accompagner ces familles ?
Alors, ça c'est la partie de l'enquête dont on n'a pas encore parlé, vous avez raison. D'abord, alors je ne l'ai pas dit, mais elles sont inquiètes. Elles sont inquiètes sur l'avenir scolaire de leur enfant, sur l'orientation. Elles sont inquiètes parfois sur un truc tout bête de la sécurité de leurs enfants, la mauvaise fréquentation dans le quartier, c'est des vraies problématiques. Et l'autre élément, c'est qu'elles sont très en demande d'aide. Il y a pratiquement une famille sur deux qui dit être en demande. Et elles sont en demande sur des choses très concrètes. Elles sont en demande sur l'aide aux devoirs. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des choses qui sont faites, il y a Devoirs faits qui existent, qui est plutôt un bon dispositif. Nous, on y participe aussi et on pense que certainement, il faudrait aller plus loin. Elles sont en demande sur l'orientation, qui est l'autre élément sur lequel, vous le savez, l'orientation, c'est une jungle. Il faut avoir des stratégies hyper fines sur les choix de lycée, de spécialités, de Parcoursup, etc. Comment voulez-vous que les familles dont on parle, dont 1 sur 4, je vous l'ai déjà dit, sont en difficulté sur Pronote, qu'elles arrivent à s'y reconnaître et à être expertes dans ces jungles-là. Donc il y a besoin de ne pas les laisser isolées et par rapport à cette problématique forte de l'orientation de leur enfant. Donc moi, en tant que directrice des programmes de la FEV, aussi ce qu'on voit sur le terrain, c'est que des initiatives comme la FEV, mais comme d'autres acteurs, d'abord il y a besoin de réinvestir des acteurs de proximité dans les quartiers prioritaires. C'est important. L'association AFEV est une association importante, nationale, présente sur tout le territoire. On travaille beaucoup, nous, avec des petites associations de quartier dans les quartiers prioritaires. Elles ne sont pas toutes très en forme. Et donc, ça, c'est peut-être un élément de pouvoir retisser ce lien de proximité. La notion de proximité est très importante. Ces associations, vous allez me dire qu'elles n'ont pas le choix, elles vont tenir ces associations c'est pas à moi qu'il faut poser la question. De quartier. Parce que bon, du gouvernement, on sait qu'il n'y a plus d'argent. Mais oui, c'est un sujet, parce qu'en tout cas, si on n'investit pas là, c'est quelque chose qu'on pourra payer très cher à un moment donné, ça c'est sûr. Je vois ce que vous voulez dire. Du coup, pour nous, ça nous paraît important de retisser, de renforcer ces liens de solidarité entre les habitants, avec les associations, avec des acteurs comme la FEV qui interviennent dans ces quartiers-là. Donc ça me paraît absolument prioritaire. Et à votre avis, comment encourager une plus grande implication des pères ? Ouais, alors ça c'est la grande question, c'est vrai. J'ai pas de recette miracle. Non, c'est intéressant. Une autre personne qui est intervenue hier, c'est une association qui s'appelle Papoto. Papoto est une association qui travaille plutôt sur vraiment les questions de la petite enfance et qui fait de la vulgarisation de tout ce que apportent en fait les enseignements scientifiques sur l'éducation et l'évolution de l'enfant, pour pouvoir le vulgariser pour les familles qui n'y ont pas forcément accès. Et en fait, je me rappelle d'un témoignage de Gaëlle, la directrice, qui disait finalement, elles essayent de travailler sur les pères, parce que j'essaye de vous donner des réponses un peu concrètes. Et elle me disait, il y a un endroit où on peut les choper, parce que sinon c'est difficile. C'est le week-end, le samedi, le dimanche, pendant les matchs de foot. Voilà. Ouais. Ils attendent. Et du coup, avec un petit peu justement cette idée de où aller les trouver, en fait, elle a commencé à travailler sur de la sensibilisation sur ces espaces-là. Ce qui est intéressant dans cette démarche, tu sais, c'est le aller vers. Ouais. Et c'est aussi ce qui caractérise la FEV. Quand je disais, par exemple, les étudiants, ils vont au domicile. C'est une façon pour nous d'arriver à toucher des familles qu'on a du mal à toucher parce que justement, on fait cet aller vers. La même chose que d'aller chercher les hommes sur les papas sur les terrains de foot. Mais par contre, vous coupez, c'est comme ce Jérémy, du coup, dont tu avais parlé, Alice. Jérémy Fontagneau, que vous avez accueilli hier lors de votre journée. Ça ne peut venir que de la société civile et des associations, au final. Oui, c'est pas le rôle, c'est pas l'ADN de l'éducation nationale. Je pense qu'ils n'ont pas les moyens. Faut pas les opposer. Je pense qu'il faut pas les opposer. Non, ce ne sont pas les opposer, c'est de reconnaître que. Nous, on ne peut travailler le dispositif AFEV territorialement. Il ne peut exister que en lien avec des enseignants, par exemple, qui vont repérer les enfants à qui on va proposer du mentorat, que avec les collectivités, l'État local. Enfin, c'est très important. Après, c'est sûr que les enseignants vont jamais faire ce que font les étudiants, c'est-à-dire à domicile, etc. Et l'inverse, c'est vrai non plus. Les étudiants bénévoles de la FEV n'ont pas du tout vocation à s'improviser. Lui, en l'occurrence, Jérémy, il prend sur son temps libre pour appeler les parents. Oui, après, mais ce que dit Jérémy aussi, on parle beaucoup de lui, je ne vais pas parler à sa place, mais c'est que, in fine, parce que ça fait beaucoup peur, ça, quand il dit c'est du temps, c'est de l'investissement, ça fait peur à ses collègues. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en train d'entraîner un certain nombre de ses collègues enseignants, parce qu'il dit qu'au final, il n'y perd pas du temps, il n'y passe pas plus de temps que le temps qu'il passerait, en fait, à essayer de galérer pour investir dans les apprentissages ces élèves que là, il arrive à très fortement mobiliser. C'est l'investissement.
Oui, c'est de l'investissement. Et du retour sur investissement. Et du retour sur investissement. C'est ça qu'il faut vendre au gouvernement, effectivement. Est-ce que vous avez des témoignages, parce qu'on a écouté tout à l'heure effectivement un jeune papa, c'est des témoignages de parents dont les enfants ont décroché. Et est-ce que vous en avez en tête? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui est le plus dur? Alors, inquiétude, c'est beaucoup revenu, vous nous avez dit tout à l'heure, effectivement. Oui, il y a une très forte inquiétude. Là, je me souviens d'une ancienne journée du refus d'échec scolaire où on avait travaillé sur le décrochage. On avait interrogé en fait des jeunes qui avaient décroché et qui avaient raccroché. On avait interrogé leurs parents. Je pense que le décrochage, pour des parents, c'est vraiment un anéantissement parce que je pense qu'ils sont complètement impuissants. Il y a un impact sur toute la famille. Et c'est ce que j'allais dire. C'est jamais juste l'affaire de l'enfant, c'est tout l'écosystème familial qui est touché. Donc, ils sont vraiment, je le disais tout à l'heure, les familles ont besoin d'aide sur les parents de décrocheurs, c'est très fort. Après, on a aussi, nous, on a commencé depuis les dernières années à la FEV à travailler sur cette question du décrochage et de l'accompagnement des décrocheurs avec une autre modalité d'intervention qui est plutôt la question d'arriver à raccrocher des jeunes qui sont un peu perdus vers l'apprentissage, parce que ça pourrait être une solution pour eux, qu'ils ont envie, mais qu'ils n'ont pas encore... Parfois, ils sont demandeurs, en plus. Ils sont très demandeurs, mais ils n'ont pas encore vraiment les soft skills et ils peuvent un petit peu effrayer les potentiels employeurs. Et donc, je prends cet exemple un peu concret. Parce que c'est un très beau programme qu'on a développé ces dernières années qui s'appelle Apprentis solidaires, où justement on propose à des jeunes qui ont décroché en fait l'engagement solidaire comme un espace où ils vont aussi pouvoir eux développer des compétences, acquérir des compétences et les développer, les renforcer. Et ça c'est intéressant. Alors dans ces programmes-là, on travaille moins directement avec les familles que le mentorat où il y a une intervention directe à domicile et un lien hebdomadaire avec les parents. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi un moyen très concret, avec des jeunes qui ont des histoires familiales qui sont diverses. Il y a des jeunes qui sont encore en lien avec leur famille, et leurs familles peuvent être aidantes. Il y en a d'autres qui, pour des raisons X ou Y, sont plutôt en rupture. Ça fait partie aussi parfois du décrochage. Mais en tout cas, peut-être juste de dire qu'il y a aussi toujours des bonnes... des initiatives à valoriser pour montrer qu'il y a des choses qui marchent. On va finir sur une note trop négative. Pas trop négative, s'il vous plaît. Vous avez senti que c'était la fin. À la FEV, on travaille déjà sur la prochaine journée, sur la 18e édition. Voilà, vous me posez une colle. Non, mais je sais que toujours ça prend un an, qu'il faut tout préparer. Et à mon avis, vous connaissez déjà le sujet, mais vous ne voulez pas me le dire. Non, je n'ai pas du tout le sujet en tête. Et en plus, il y a une personne avec qui on discute du sujet. Je ne peux pas décider tout seul, ça me permet de lui rendre hommage. Qui est Emmanuel Davidenkoff, qui est notre super présentateur de la journée du refus d'échec scolaire, que vous connaissez bien ici à Sud TV. Donc Emmanuel, je n'ai pas encore décidé du thème et j'en déciderai avec toi, je le promets. Voilà. C'est promis. Promis juré. Merci beaucoup, Eunice, d'être venue nous voir aujourd'hui. Eunice Mangado, Lunetta, directrice des programmes de la FEV. Et je renvoie bien sûr à cette nouvelle enquête qui a été réalisée auprès de 700 familles. 737. On n'oublie personne. Familles. On y remercie de Quartier Populaire par la FEV, Trajectoire Réflexe et l'UNAF, qui a été dévoilé hier. Alix, on se retrouve demain. À demain. Merci. Ciao, ciao.